Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite une belle année. J'espère que 2021 s'est bien terminé, que 2022 commence bien pour vous. Moi, c'était génial. J'étais avec mes enfants, mes petits-enfants, mon amoureuse, enfin bref, tout le bonheur du monde. Je vais commencer en musique. Vous savez qu'ici, on ne peut pas partager une musique. C'est comme ça. C'est la loi sur Twitch. Mais on peut lire les paroles. Et je vous fais voir un petit CD pour commencer. 12 Kawa. C'est vraiment une immense découverte que m'a fait Martin. Alors Martin, si vous êtes à Nantes, ou si vous passez près des prisons de Nantes, il n'est pas à la prison, il est à la FNAC. Et il s'occupe du rayon polar et SF. Et puis c'est aussi un fin connaisseur de manga et de comics. Donc n'hésitez pas à aller voir Martin à la FNAC de Nantes. Et 12 Kawa, j'ai choisi ce texte-là que je vais pas vous chanter, que je vais juste vous lire, que je trouve extraordinaire. Évidemment, c'est quand même mieux de l'écouter un rappeur, quoi. Mais voilà, écoutez la poésie. Ode à l'État. Un jour, ils ont condamné Socrate, ces pseudo-juges athéniens, parce qu'il les a surpris en train de faire semblant de savoir, mais ils savaient rien. Ode à l'État. Ode au plus grand voleur de tous les temps, de toute mémoire. Auteur qui œuvre au plus grand mensonge de l'histoire, de nous faire croire qu'il représente le peuple, mais qui se taise, puisqu'il représente la tristesse. Comme un bouquet sur un platane, et plus ils gagnent comme Zlatan, leur âme s'appauvrit de richesse. Je vous concède la vérité du procédé. Plus on possède, plus on est possédé. Et les politiques détruisent tous ceux qui pourraient céder. L'État est utile comme un trou dans la tête. Il nous suicide depuis la tour de Babel. Elle dit briller comme une émeraude, juste pour guider les âmes en haut d'elle. Essaie de faire oublier qu'elle n'est que le trône du roi Nimrod. On lance que des avions à papier contre leur tour de Babel. L'État s'appelle Caïn, me dit que je suis son frère Abel, cache un couteau dans son dos et me sourit d'un air cruel. Tant de scandales politico-financiers marquent mon siècle. Là où finit l'État, commence l'arc-en-ciel. Ce monde d'égout des demi-dieux qui fait que je les défie comme Ulysse, car les égouts de la politique évitent les filtres de la justice. Et nique sa mère, le maire, le sénateur. Vos cours magistraux de langage qui n'ont jamais ému de cœur, même en tripotant des filles cupides que le pouvoir rendait lyriques, ventripotent, moches et stupides, bref, des politiciens classiques. La politique, c'est l'avènement des démagogues. Ils sont venus dans l'hémicycle juste pour partager le magot. Leur démocratie, c'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses pour leur carrière professionnelle. La politique, c'est l'avènement des démagogues. Ils sont venus dans l'hémicycle juste pour partager le magot. Leur démocratie, c'est une censure intellectuelle. Une manipulation des masses pour leur carrière personnelle. Tu trouves que c'est un cartoon, que mes critiques sont des rancœurs? Peut-être bien, car c'est un clown qui a dû créer les restos du cœur. Dis-moi, quelle chaleur d'âme t'espère de son manteau de glace? Alors, écrasons l'infâme, c'est la tirade de Ruy Blas. Si t'es honnête, t'es une marionnette au bout de leur ficelle. Alors, coupons les tentacules de cette putain de mafia officielle et ensuite les testicules des dynasties politiciennes. Tu te rappelles comment tu me parlais mal? Paris brûle-t-il bientôt? Et l'on commencera par l'ENA. Je suis là pour dégrader l'État, qu'on voit sa garde prétorienne. Il présente la première dame avec la grâce qu'on prête aux reines. Si on est masqué dans les manifs, c'est à cause des gaz lacrymogènes. Un mythe gros, les politicos sont des mythos. Guillotinez-les tous, place publique, là où même Danilo Rouge est devenu Cohn-Bendit. Il est plus dangereux d'être lanceur d'alerte anticapitaliste qu'un prêtre pédophile, terroriste islamiste ou qu'un fraudeur ministre.
Les injustices d'aujourd'hui feront les Mandela de demain. Les Martin Luther King pour faire la violence en paix. Demandez-moi le chemin. La politique, c'est l'avènement des démagos. Ils sont venus dans l'hémicycle juste pour partager le magot. Leur démocratie, c'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses pour leur carrière personnelle. La politique, c'est l'avènement des démagos. Ils sont venus dans l'hémicycle juste pour partager le magot. Leur démocratie, c'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses pour leur carrière personnelle. Voilà. Et en fait, moi, tout ce CD, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Hop, je vous mets le lien. Hop. Et voilà, c'est vraiment génial. J'ai écouté d'autres textes de Douskawa, d'autres disques. Et voilà, j'ai ma petite liste à acheter. Et puis, j'irai le voir en concert quand il passera en Suisse au mois de février. Voilà. Et puis, alors ça, c'était la première chose. Deuxième chose, je continue par la musique, puisqu'on y est. Et puis, un autre artiste que je vais aller voir aussi en concert. Mais ça, c'était sous le sapin, en fait, les places, les billets. C'est Hubert Félix Thiéfaine. Alors Thiéfaine, j'étais le voir plusieurs fois en concert. C'est un musicien que j'adore. J'adore ses textes. Je trouve que c'est magnifique. Et son dernier album, c'est Géographie du vide. Et pareil, c'est de la poésie. Donc, j'ai du mal à faire une séparation entre le livre, la musique, des fois. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais voilà. Combien de jours encore à regarder le ciel, à fixer les écrans foudroyants de nos rêves, à sentir le satin caresser mes voyelles, auprès de muses en rade sur des refrains en grève. Combien de jours encore à contempler l'automne, à surveiller l'orage dans le cri des guetteurs, à pleurer dans les bras de ceux qui abandonnent, qui s'envolent à jamais vers un nouvel ailleurs. Combien de jours encore à regarder l'horloge, à regarder passer l'infini dans ma loge. Combien de jours encore? Combien de jours encore à subir les kidams qui grimpent sur les tables en scalpant les étoiles, à vibrer en solo sous les pétales en flammes des crépuscules marins déchirés sous nos voiles. Combien de jours encore à narguer l'horizon, à taguer nos passés d'atomes en transhumance, à fabriquer des flingues dans du mauvais savon pour s'enfuir des miroirs cafardeux de l'enfance. Combien de jours encore à regarder l'horloge, à regarder passer l'infini dans ma loge. Combien de jours encore? Combien de jours encore au milieu des tempêtes devrons-nous piétiner au fond des corridors avec nos voix blasées et nos cœurs qui s'entêtent et cette odeur de fièvre aux abords de nos corps? Combien de jours encore et combien de tunnels avant de chevaucher les années sans lumière, avant d'effeuiller l'ombre et le vide éternel, délivrés à jamais du poids de l'univers? Combien de jours encore à regarder l'horloge, à regarder passer l'infini dans ma loge? Combien de jours encore? Voilà. Hubert Félix Thiéfaine. Combien de jours encore? Voilà. C'est Géographie du vide. Hop, je vous mets ça. Alors, c'est pareil, c'est quand même vachement mieux en musique. Alors, quand je suis rentré de Normandie, j'étais en Normandie. Quand je suis rentré de Normandie, j'avais un ouvrage que vous allez pouvoir trouver le 13 janvier. Alors, ratez pas ce bouquin. Je sais pas si vous connaissez Anne Sexton. Moi, je la connaissais pas du tout. Je découvre cette poétesse incroyable, poétesse états-unienne, et en plus, j'ai eu la surprise en le recevant de voir que la traduction c'est Sabine Huynh. Je sais pas si vous connaissez Sabine, on s'est connu en fait à travers Philippe Ramy. Voilà, c'est une personne très chouette qui est traductrice, qui vit en Israël et qui est vraiment une personne extraordinaire. Et donc ce livre qui vient de paraître aux éditions des Femmes, Antoinette Fouque,
D'abord, il y a une préface de Patricia Goddy qui est très impressionnante, qui fait une 50aine de pages, mais que je vous invite vraiment à lire parce que on découvre pourquoi cette femme qui a obtenu des prix, les plus grands prix de littérature américaine, est totalement inconnue et jamais traduite. Et super les éditions des femmes, Antoinette Fouque. Je vous soutiens à fond parce que c'était hyper important de la traduire. Il me semble, d'après ce que j'ai pu comprendre, euh, qu'il y en aura plusieurs qui paraîtront. Euh, et là, je vais juste vous lire deux, trois textes. Mais alors, 13 janvier, en librairie, vous pouvez le réserver dès maintenant. Anne Sexton, Tu vis ou tu meurs, œuvre poétique, 1960-1969. A dit la poétesse à son analyste. Ah oui, il faut que je vous dise quand même. Euh, Anne Sexton a été très souvent en hôpital psychiatrique. Et en fait, c'est dans l'hôpital psychiatrique, ça vous découvrirez ça dans la préface, qu'il y a un des psychiatres qui lui a dit mais il faut écrire, écrivez, écrivez la poésie. Et donc elle s'est lancée à écrire de la poésie. Et donc il y a pas mal de poèmes de cette qui sont dans ce livre qui ont été écrits alors qu'elle était en asile et d'autres qui ont été écrits quand elle était sortie. Mais elle a fait quelques allers-retours. A dit la poétesse à son analyste. Mon affaire, ce sont les mots. Les mots sont comme des étiquettes, ou des pièces de monnaie, ou mieux, un essaim d'abeilles. J'avoue que seules les sources des choses arrivent à me briser, comme si les mots étaient comptés, tels des abeilles mortes dans le grenier, détachées de leurs yeux jaunes et de leurs ailes sèches. Je dois toujours oublier comment un mot est capable d'en choisir un autre, d'en façonner un autre, jusqu'à ce que j'aie quelque chose que j'aurais pu dire, mais sans l'avoir fait. Votre affaire, c'est de surveiller mes mots. Mais moi, je n'admets rien. Je travaille avec ce que j'ai de mieux. Par exemple, quand je parviens à écrire l'éloge d'une machine à sous cette nuit-là dans le Nevada, en racontant comment le jackpot magique est arrivé alors que 3 cloches claquetaient sur l'écran de la chance. Mais si vous disiez de cette chose qu'elle n'existe pas, alors je perdrais mes moyens en me rappelant la drôle de sensation dans mes mains, ridicules et encombrées par tout l'argent de la crédulité. Bonsoir, bonsoir. Oui, oui, la nouvelle année commence et on commence donc par Anne Sexton, Tu vis ou tu meurs, aux éditions des femmes, Antoinette Fouque. Oui, en fait, je vous dis pas toujours quand je viens. J'ai pas envie de prévoir vraiment. Vous savez que le mardi à 20h, il y a quand même des chances ou des risques, je sais pas comment vous voyez ça, que je sois là. Ça peut être entre deux, ça peut être un mardi où je suis pas là. Voilà, ça dépend de mon emploi du temps aussi. Euh, voilà. Donc voilà. Puis après, vous pouvez retrouver, tous les Twitch sur YouTube, Pascal Cotin YouTube, ou sur mon site Pascal Cotin Culture Plurielle. Et là, sur mon site maintenant, je mets toutes les sources des ouvrages qui ont été cités. Voilà. Et si vous avez des ouvrages que vous avez envie de me faire partager, vous me les mettez, puis je les mets aussi sur mon site. Et puis je vais regarder ce que c'est pour pouvoir en parler. Voilà. Et bonne année. Et alors, petit deuxième. Certaines femmes épousent des maisons. C'est un autre type de peau, avec un cœur, une bouche, un foie et des mouvements intestinaux. Les murs sont permanents et roses. Voyez comme elle est agenouillée toute la journée, se lavant de haut en bas avec docilité. Les hommes pénètrent de force, ramenés comme Jonas à l'intérieur de leur mère charnue. La femme est sa propre mère. C'est là l'essentiel. Donc vous découvrirez aussi l'évolution, le parcours d'Anne Sexton, issue d'une famille bourgeoise, et militant, enfin ayant vraiment développant le féminisme tel qu'elle pouvait le vivre. C'est vraiment très intéressant. Et
il y a 3 poèmes assez incroyables, d'une sensualité vraiment très 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 forte. Euh, je vais vous lire le deuxième. C'est dans Poème d'amour, 1969. Il y a le toucher, le baiser et le sein. Je vais vous lire le toucher. Pendant des mois, ma main est restée scellée dans une boîte en fer blanc. Rien là-dedans à part des rambardes de métro. Peut-être est-elle meurtrie, me suis-je dit, et c'est pourquoi ils l'ont enfermée. Mais en jetant un œil, j'ai vu qu'elle y était allongée gentiment. On peut lire l'heure, me suis-je dit, dans ses 5 phalanges pointant comme les aiguilles d'une horloge, et ses fines veines en filigrane. Couchée là comme une femme inconsciente, nourrie par sonde sans même le savoir. La main s'est racornie, petit pigeon de bois replié dans l'isolement. Je l'ai retourné. Sa paume avait vieilli. Ses lignes finement tracées semblaient être bordées jusqu'aux doigts. Elle était replète et douce et aveugle par endroits. Rien d'autre que cette vulnérabilité. Et tout cela n'est que métaphore, une main ordinaire, juste solitaire, qui se languit de toucher et d'être touchée. La chienne ne fait pas l'affaire. Sa queue remue dans le marais pour une grenouille. Je ne vaux pas mieux à ses yeux qu'une gamelle de croquettes. Sa faim lui appartient. Mes sœurs ne font pas l'affaire, leur vie est à l'école, sauf qu'elles ne tiennent qu'un bouton. Leurs larmes coulant comme de la limonade. Mon père ne fait pas l'affaire. Il est fourni avec la maison et même la nuit, il vit dans une machine faite par ma mère et bien huilée par son travail. Le problème, c'est que j'avais laissé mes gestes gelés. Le problème ne résidait pas dans la cuisine ou dans les tulipes, mais seulement dans ma tête. Ma tête. Tout cela est alors entré dans l'histoire. Ta main a trouvé la mienne. La vie a galopé dans mes doigts comme un caillot sanguin. Ô mon charpentier, les doigts sont reconstruits. Ils dansent avec les tiens. Ils dansent dans le grenier et à Vienne. Ma main est vivante dans toute l'Amérique. Même la mort ne l'arrêtera pas. La mort versant son sang. Rien ne l'arrêtera, car ceci est le règne, et que le règne vienne. Voilà. Magnifique, hein, c'est vraiment magnifique. Alors, j'ai pas tout lu, j'ai lu toute la préface, j'ai lu une bonne partie des poèmes, mais je vais continuer à le lire parce que je trouve vraiment ce livre magnifique. Je vous mets la référence ici. Voilà, Anne Sexton, Tu vis ou tu meurs, œuvre poétique, 1960-1969, édition des femmes en planète foot. Alors, mon amoureuse, elle a eu un livre bilingue d'Emily Dickinson, et moi, sous le sapin, je trouve Emily Dickinson. Les villes de papier, écrit par Dominique Fortier, donc une vie d'Emily Dickinson aux éditions Grasset. Et je me suis dit, c'est vraiment un hasard qu'on soit ensemble, parce que voilà, quoi. On lit un peu des auteurs communs, communes, enfin voilà, c'est drôle, hein, c'est vraiment, j'aime ça. Les jeunes filles, alors c'est vraiment amusant la manière dont c'est fait parce que on a la vie de Dickinson qui se déroule avec quelquefois Dickinson qui parle et quelquefois Dominique Fortier qui raconte des passages. Ça se suit comme ça et on découvre cette vie avec pas mal d'anecdotes. Enfin, c'est assez intéressant. Je suis pas un spécialiste de Dickinson. J'avoue qu'après l'avoir lu, je vais me pencher un peu plus sur la vie de Dickinson. Il me semble qu'aux éditions des femmes, il y a des bouquins de Dickinson. Je crois qu'il y a eu des traductions. Je me pencherai un peu plus sur la vie de Dickinson parce que c'est vraiment une auteure que j'aime beaucoup. Les jeunes filles se réveillent et descendent du lit d'un bond. Elles donnent 100 coups de brosse à leur chevelure qui a subi le même traitement au coucher. Elles s'habillent à la hâte en prenant soin de choisir leurs chemises les plus blanches et leurs plus jolis rubans. Ce jour-là, on reçoit au séminaire l'auteur presque célèbre d'un recueil de poésie où il est surtout question de gloire, de devoir et d'âme.
Plusieurs n'ont encore jamais vu un écrivain en chair et en os. Le plus souvent, les poètes sont des statues en pierre. Les élèves sont aussi excités que si l'une de ces statues s'était soudain mise à bouger. Le poète, quand il entre dans la salle de classe, a les cheveux tirés vers l'arrière, comme si lui seul luttait contre un vent invisible, et il ne cesse d'éprouver le désordre de sa tempétueuse chevelure en y passant les doigts. Il est bel homme. Le front haut, les yeux sombres sous des sourcils fortement arqués, le nez aquilin, les lèvres minces comme il sied à ceux qu'occupent des pensées élevées. Il fait en parlant beaucoup de gestes, dont certains ne sont pas nécessaires. Il regarde sans le voir le petit groupe de collégiennes rassemblées devant lui, grandes jeunes filles un peu gauches, impressionnées par sa présence, et on les comprend, qui se triturent les doigts et tordent les coins de leur tablier blanc. Elles sont jolies et parfaitement interchangeables. Lui seul est unique. Du coin de l'œil, il aperçoit son reflet dans la fenêtre, se met à parler, surtout pour le bénéfice de ce jumeau transparent. Sa voix profonde est à peine trop forte, comme s'il était debout sur une estrade et cherchait à se faire entendre de spectateurs assis au dernier rang d'une vaste salle. Émilie soupire. Elle aussi guette la fenêtre du coin de l'œil. Ce n'est pas son reflet qu'elle y cherche, mais un nid de brindilles où dorment 3 œufs bleu pâle. La poésie est là, elle le sait. Plus que dans les paroles grandiloquentes de l'homme caché sous la fine coquille, dans le cœur minuscule des créatures à naître. Et pourtant, en regardant le poète, beau comme un paon, elle ne peut s'empêcher de frémir un peu. Allez, une autre. Un matin au réveil, Émilie découvre une fleur rouge sur son drap. La même tache est sur sa chemise de nuit et sa culotte en coton. Mère la trouve dans la cuisine penchée au-dessus du bac à lessive à frotter frénétiquement le linge dans l'eau savonneuse. « Qu'est-ce que tu fabriques, Dieu du ciel? Nous ne sommes pas lundi. »« Je suis malade, annonce Émilie d'une voix égale. Je saigne. Je vais sans doute mourir. »« Ah, ce n'est que ça, répond la mère sur un ton où le dégoût la dispute au malaise. Tu n'es pas malade, tu es devenue une femme. Ça nous arrive à toutes. » Émilie s'arrête de laver. Ainsi, toutes les femmes sont malades. Cela explique un certain nombre de choses. Pourquoi ce sont les hommes qui exercent les métiers d'avocat, de médecin, de notaire et de pasteur. Le drap se déploie dans le bac comme une créature sous-marine, méduse ou anémone dans l'eau rose. Elle ne sent plus le bout de ses doigts. Ça arrive une fois par mois, continue Mère, et ça dure quelques jours. Soit, songe Émilie en se remettant à frotter avec une rage renouvelée. Quelques jours par mois, je serai une femme. Le reste du temps, j'écrirai. C'est très beau. Je trouve ça vraiment très beau. Alors, et la dernière. Donc ça, c'est Dominique Fortier, Les villes de papier, une vie d'Emily Dickinson, aux éditions Grasset. Pour être certain de faire 100 fois, 1000 fois une promenade plus riche que celle de la veille, il n'est besoin que de se promener tous les jours dans le même jardin. Un jour, Émilie avait aperçu sous un tas de feuilles une famille de hérissons comiquement levés les uns contre les autres, les piquant vers l'extérieur comme il se doit. Une autre fois, un merle avait tiré du sol, juste devant elle, un ver de terre si long qu'il s'était rompu. L'oiseau en avait mangé une demi, l'autre avait continué sa moitié de vie. Un après-midi de printemps, il pleuvait si fort que les gouttes en frappant la terre rebondissaient comme des clous. On aurait dit que la pluie venait d'en bas. Pendant des mois, elle avait fait la promenade en compagnie de Sophia, dont le rire s'était élevé, continuait de s'élever près des pommiers devant les massifs de zinnias. Un jour de novembre, la première neige s'était mise à tomber juste au moment où elle tournait le visage vers le ciel, stupéfaite. La première neige était chaque fois la première. Un matin très tôt, elle avait croisé une pie avec, dans son bec, un bracelet doré. Ces journées se surimposent comme une série de papiers calques, composent une seule image faite de 100 touches distinctes. Hérissons, merles, pies, neige les accompagnent désormais à chacune de leurs promenades, elle et le souvenir de Sophia. La Dogana a publié un recueil des poèmes de Dickinson. Ouais, moi il me semble
Il me semble que... Alors j'en ai des poèmes de Dickinson, mais je les ai chez Corti, en fait, ici. Mais la Dogana, je savais pas, je note. J'ai regardé la référence. Je note. Merci beaucoup. Voilà. Donc, ouais, justement, dans Une âme en incandescence, j'avais trouvé que le rapport à la nature était extrêmement important dans Dickinson. Mais je vous dis, je suis vraiment pas un spécialiste. Mais j'aime beaucoup. Tiens, je vais en profiter. Ça, c'est un bilingue. Qu'est-ce que je vais prendre? Tac, tac. Le rouge, flamme et le matin. Le violet, midi. Le jaune, le jour à son déclin. Et après, plus rien. Mais le soir, des lieux d'étincelles révèlent l'espace incendié. Le territoire argent, jamais encore consumé. J'aime beaucoup son écriture, cette forme d'écriture avec ses tirés, ses espaces, c'est vraiment très intéressant. Ouais, Corti, voilà. Donc voilà. Alors, je vous ai dit que j'étais en Normandie, et en Normandie, il y a des écrivains, des poètes. Et il y a Flaubert, entre autres. Flaubert, moi j'adore. Et il y a ce bouquin qui vient de paraître aux éditions des Falaises, qui est assez génial, extrêmement bien illustré par les photographies qui sont d'Éric Bénard, et c'est fait par l'association des Amis de Flaubert et de Maupassant. Moi j'ai du mal à mélanger Flaubert et Maupassant, honnêtement. Autant j'adore Flaubert, autant Maupassant. Voilà. Et je trouve que c'est extrêmement illustré. Alors, effectivement, avec les différents lieux où a vécu Flaubert, mais également des extraits de ses récits, ou des passages qu'il avait écrits, comme là, par exemple, quand il était au Collège Royal de Rouen. Ça s'intitule « Les mémoires d'un fou ». Je fus au collège dès l'âge de 10 ans et j'y contractai de bonne heure. Ah, j'ai oublié de vous mettre la source de Dickinson. Tac, je vous la mets. Tac. Hop. La mise en page compte, oui. Les mises en page comptent énormément, ouais, je suis d'accord. Bah là, Corti, c'est chouette, enfin, je trouve. Après voir le texte original, mais je trouve que ça respecte assez bien le texte qui est en regard, en anglais. Je fus au collège dès l'âge de 10 ans, et j'y contractai de bonne heure une profonde aversion pour les hommes. Cette société d'enfants est aussi cruelle pour ses victimes que l'autre société, celle des hommes. J'y fus froissé dans tous mes goûts, dans la classe pour mes idées, aux récréations pour mes penchants de sauvagerie solitaire. Dès lors, j'étais un fou. J'y vécus donc seul et ennuyé, tracassé par mes maîtres et raillé par mes camarades. J'avais l'humeur railleuse et indépendante, et ma mordante et cynique ironie n'épargnait pas plus le caprice d'un seul que le despotisme de tous. Je me vois encore assis sur les bancs de la classe, absorbé dans mes rêves d'avenir, pensant à ce que l'imagination d'un poète et d'un enfant peut rêver de plus sublime, tandis que le pédagogue se moquait de mes vers latins, que mes camarades me regardaient en rigolant, en ricanant. Les imbéciles. Eux, rire de moi. J'ai trouvé ça pas orgueilleux du tout. J'adore Flaubert. Et là, donc il y a Madame Bovary avec en plus une reproduction du manuscrit de Madame Bovary. Et avec un intitulé, moi vous savez que j'aime bien tout ce qui est langue, et puis et là il y a un petit texte de Yvon Leclerc qui parle normand. Sur les 65 mots du vocabulaire normand relevés dans l'ensemble du manuscrit de Madame Bovary, moins de la moitié, 26 exactement, se retrouvent dans le texte imprimé. Flaubert n'a pas voulu trop exagérer la couleur locale linguistique. Il lui suffit dans le roman sous-titré « Mœurs de province » de faire entendre la parlure de la Normandie.
qui parle normand. Le père Rouault et le petit paysan venu guider Charles Bovary vers la ferme des Berthaud, le percepteur Binet, le marchand Lheureux, le curé bournicien et le pharmacien Homais. Flaubert ne met pas de normandisme dans la bouche de ses 4 personnages principaux. Léon, Rodolphe, évidemment Emma, qui entend se distinguer de sa classe d'origine en châtiant son langage. Même Charles, pourtant proche du monde rural et lourd de manières, parle un français standard sans marque régionale. C'est surtout le narrateur qui prend en charge les normandismes, sans les assumer toutefois, puisqu'il les met à distance en les insérant dans des paroles rapportées au style direct ou en utilisant l'italique. Quand Bournisien rabaisse son ministère à celui d'un vétérinaire, Flaubert lui fait dire « Ce matin même, il a fallu que j'aille dans le bas du Hauville pour une vache qui avait l'enfle. » Il souligne le mot normand, l'enfle, au sens par ailleurs transparent. C'est le curé, et non le romancier, qui emploie ce terme malsonnant pour un homme d'église. Dans le récit conduit par le narrateur, le mot « boc » apparaît 5 fois toujours en italique, manière pour le romancier de se dédouaner en indiquant que ce régionalisme ne fait pas partie de son vocabulaire. On peut toutefois se demander si Flaubert est toujours conscient de ces normandismes. Certains d'entre eux paraissent appartenir à sa propre langue, comme Masure, Fossé et Vigneault, que l'on retrouve dans Bouvard et Pécuchet. Il est vrai qu'il s'agit d'un autre roman normand où ils ont une place imposée par le cadre. Mais on rencontre aussi ces normandismes dans la correspondance de Flaubert, sans italique ni guillemets. C'est le cas pour Hurlade, Effiloché ou encore Ériflé, dans une lettre à George Sand. Il est vrai que je suis doué d'une sensibilité absurde. Ce qui érifle les autres me déchire. Voilà. Et juste avant, vous avez un petit lexique, les normandismes dans Madame Bovary. Alors, une bidette, c'est le féminin du nom bidet, petit cheval de selle ou de très léger. Une cavée, un chemin creux coupé dans une colline. Je prends quelques-uns comme ça. Ah, j'ai trouvé celui-là très beau. Un cheminot. C'est une sorte de gâteau en forme de turban que l'on mange pendant le carême avec du beurre salé. Alors, si vous dites je mange un cheminot, vous n'êtes pas obligatoirement anthropophage. Euh, euh, donner un galop, c'est une locution verbiale qui dit adresser une forte réprimande. Aïe, je me suis reçu un galop. Euh, alors, ah oui. Alors, Godfish, on dirait le Larousse. Hein. Là, Godfish, nom masculin, Godish. Ah non, Godfish. Non, c'est Godfish, avec un E après le D. Nom masculin, Godfish, sans E. Heureusement, on va plus loin que Larousse. Nom normand de la coquille Saint-Jacques. Moi, ça m'a toujours amusé de Larousse. Vous dites, vous cherchez le verbe attraper, vous trouvez qui attrape. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Enfin, c'est un exemple, je sais pas, ça existe peut-être pas. Enfin, il y a peut-être pas cet exemple-là, mais des fois, il y a des mots qu'on cherche. Et puis, voilà. Allez, encore une petite dernière. Un phal. Alors, P-H-A-2-L-E ou F-A-2-L-E, c'est jabot, gosier ou estomac. Voilà. Donc, assez génial, très, très complet. Voilà, aux éditions des Falaises, La Normandie de Flaubert. Et puis, voilà, toujours dans les beaux livres. Sous le sapin, les lumières du Cotentin, lumière marine du Cotentin. Je sais pas si vous voyez le Cotentin. C'est un petit morceau comme ça qui dépasse. Voilà, qui dépasse voilà, face à l'Angleterre, Jersey et compagnie, et où j'ai vécu. Boc bidet. Ah, alors Boc, là c'est marqué Boc B-O-C, hein. Mais je pense que c'est ça, ouais. Pour moi, un Boc c'est ça. Hein. J'ai plus la page. Je vais mettre la référence aussi. Mais je pense que c'est ça, ouais. Pour moi, un boc, ouais, c'est ça. Alors, je sais pas si c'est vraiment bidet. Pour moi, c'était plutôt un brou, mais faudrait regarder. Il y a. Est-ce que j'ai le dictionnaire normand ici, peut-être?
Je regarderai. Je regardais tout à l'heure. Tac, 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 tac. Est-ce qu'il y a Boc dedans? Je sais plus où c'était la page. J'ai retiré le signé. Mais je sais pas, Boc. Je suis pas sûr. Boc. Alors, pas du tout. Ici, Boc, tel que l'emploie Flaubert, c'est une voiture à chevaux ressemblant au Tilbury. Ah ouais, alors voilà, on était loin du bidet. Ou Adada sur mon bidet, c'est peut-être ça en fait. Je sais pas si vous connaissez la chanson, c'est peut-être. Ah, j'avais pas pensé à ça en fait. C'est certainement. Peut-être qu'il y a un truc à creuser derrière. J'adore les mots. Euh, alors, le Cotentin, bah voilà, j'y ai vécu quand même pas mal de temps et ce bouquin est magnifique. Alors, les textes sont sympas parce que c'est des petits textes courts qui sont aussi bien historiques que géographiques, que anecdotiques. Et par contre, les photographies de Jérôme Ouivet, alors le bouquin, donc les auteurs, c'est les photos, c'est Jérôme Ouivet et les textes René Gauthier. Et Jérôme Ouivet, franchement, incroyable ces photos. Enfin, c'est vraiment fantastique. Et je vais prendre une, voilà, puisque j'étais à côté, Port-Bail, et la planche de Jersey. Et c'est en bilingue. Et la maison d'édition que je ne connaissais pas du tout me fait penser à une maison d'édition qui existait avant dans le Cotentin, qui s'appelait les éditions Isoète, où il y avait entre autres des textes sur la Hague de Didier Decoing, qui étaient fabuleux. Je ne sais pas si un jour ces bouquins seront réimprimés, ils sont quasiment tous épuisés, mais à peu près le même format, qualité photo pareil, et puis des textes incroyables. Et ça, c'est Big Red One Editions, et c'est un éditeur normand. Je crois qu'il est à Saint-Lô. Ici, tout porte à l'éveil des sens, de la mémoire, de la culture et de l'espace grandeur. Nature. En tout premier lieu, la beauté de ce havre, séparé par la digue et le pont aux 13 arches, qui vous mène tout droit vers l'un des plus beaux clochers fortifiés de la région. Cette église Notre-Dame du XIe siècle, dont la tour carrée a longtemps servi de pose de guet et d'amers, est devenue désormais un haut lieu culturel. Passez le pont et rejoignez la plage. Peut-être retrouverez-vous le chemin de la planche de Jersey, dont la légende au Moyen-Âge prétendait que l'on pouvait rejoindre l'île par basse mer. Ce n'est pas un hasard si ce charmant village de la côte ouest est considéré comme l'un des plus beaux points de vue de la côte des îles. Plus au nord, vers Saint-Georges-de-la-Rivière, les moutons entretiennent paisiblement les prés salés, et au sud, vers Saint-Lô-d'Ourville, l'Olonne serpente au pied des dunes. Voilà. Et puis on est juste à côté, avec la Lindbergh. Donc là, vous avez des dunes de sable. C'est pas le Sahara, hein, c'est la Manche. Et l'intitulé de cette page, ça se dit Adieu golf, polo, hippodrome et aérodrome. On ne saura jamais si Lindbergh est vraiment passé au-dessus des dunes qui portent son nom à Saint-Lô-d'Ourville. Mais il est certain qu'il dut se frotter les yeux en apercevant son premier paysage terrestre depuis New York le 21 mai 1927, après plus de 30 heures de vol sans sommeil à bord du Spirit of Saint-Louis. Suis-je bien en France ? Et dire que ce lieu faillit devenir dans les années 1930, sous l'impulsion d'un promoteur aussi mégalo qu'opportuniste, une station balnéaire avec immeubles, hôtels, casinos, golf, terrain de polo, champ de course et naturellement aérodrome. Seuls les panneaux de rue au nom d'aviateurs ont vraiment vu le jour. Les 11 espèces de batraciens dans les dunes ne peuvent que s'en réjouir. Alors effectivement, si vous allez dans la Manche, dans cette région, vous avez des plages immenses de sable fin où il n'y a pas un chat. C'est génial. Il faut surtout pas développer le tourisme, mais je vous le dis entre nous, ça va, on n'est pas trop nombreux à suivre le Twitch. Si vous allez dans la Manche, n'hésitez pas à passer là-bas. Et donc ça c'est Big Red One édition, Lumière marine du Cotentin, de photo Jérôme Ouivet et texte de René Gauthier. Et puis, alors, je vais pas tous vous les lire parce que
Ah non, faut que je fasse d'abord. Je sais pas si vous avez vu dans le, moi, dans le comment, euh, dans le compte à rebours, il y a ce dessin avec marqué dessus. J'ai marqué là bonne année 2022, mais le dessin original de ma filleule, c'est celui-ci. Et en fait, elle a fait ce dessin, AD, elle a fait ce dessin alors que j'étais en train de faire un Twitch. Et voilà. Et pour l'instant, j'ai pas réussi à le mettre comme ça, mais je vais mettre un peu mieux la prochaine fois. Voilà. Euh, Hop, je vous mets le bouquin hop, avant. Hop, c'est celui-ci, je remouillé. Hop, cynique. Hop, hop, voilà. Alors, oui, je disais, je vais pas tous vous les lire parce que voilà, voilà. Vous imaginez la tête du sapin. C'est un sapin en bois qu'on a abattu. Je suis revenu avec une valise pleine de livres, hein, quand même. Voilà, voilà. Et voilà. Donc ça augmente ma collection de ces livres. Donc j'en ai lu 2 ou 3 déjà, qu'on avait eu, qu'on avait été à Monte Verita, à la petite librairie d'Ascona, dont je vous avais parlé. Et ceux-là viennent d'Ascona aussi. Incroyable, incroyable. Et avec toujours des bois originaux. Voilà. Et là, c'est un texte de Mauriac avec des bois originaux de Linière. Génitrix. Voilà, la page. C'est très beau. Hein. Les rares promeneurs de la route qui longent la ligne Bordeaux, cette... pardon. Tiens, il y a qui longe la ligne Bordeaux, et là, il manque la destination. Il y a un trait d'union, et il y a un vide. Là, il y a un problème de typographie. Certes, s'arrêter pour observer entre les arbres la grande maison muette dont on disait que personne jamais plus ne franchissait le seuil. Ils virent pendant quelques semaines encore s'ouvrir les persiennes derrière lesquelles Fernand Cazenave passait des nuits blanches, étendu sur le lit de Mathilde. Mais un matin, au milieu de l'été, elles demeurèrent closes. Dans ce que Félicité avait appelé le pavillon de l'ennemi, toute vie fut éteinte. D'un dimanche à l'autre, s'éveillèrent brièvement les fenêtres de Félicité Cazenave, puis celles de la chambre où Fernand espéra retrouver le sommeil dans son lit d'enfant. Mais sur toutes ces couches, il demeurait la proie misérable de l'insomnie. Et quand ce fut l'automne, à l'époque où pour la Saint-Michel des gitanes, vêtues de loques écarlates, campèrent contre la grille du jardin et allumèrent des feux puants, la chambre de Félicité puis celle de Fernand furent aussi fermées à jamais. Comme dans un grand corps près de sa fin, la vie se retira des extrémités de la maison et se concentra dans la cuisine. Le lit de la paralytique, dressé encore au rez-de-chaussée, servit désormais à Fernand. Le matin à peine lavé, il passait à la cuisine et y retrouvait au coin de la cheminée le fauteuil où sa mère avait attendu de mourir en le dévorant des yeux. Ah, c'est un texte, j'ai quasiment terminé, c'est un texte assez incroyable. C'est sa femme qui est en train de mourir, il y a sa mère qui meurt, enfin ouais, c'est joyeux Noël, hein. Et c'est la place de l'homme aussi à côté des femmes, quoi, hein, qui fait son boulot et puis en fait les femmes elles meurent tranquilles, quoi. On les laisse mourir sans rien. Enfin bref, c'est assez horrible ce texte. Et l'autre, euh, Chateaubriand, La Brière. J'ai trouvé pareil les illustrations, gravures sur bois magnifiques. Et là les gravures sur bois sont de Chris Creston. Regardez celle-là comme elle est belle. Moi j'adore, hein, vraiment, c'est splendide je trouve. Et là donc on est
Bah, on n'est pas très loin de chez Martin, hein, qui m'a fait découvrir ce 12 Kawa. Voilà, c'est la fenêtre de Nantes. On est juste à côté, donc à Brière, c'est là. Voilà, hop, hop, près de Saint-Nazaire et tout, Guérande. Voilà, vous avez la Loire qui arrive. Hop, je vous ai pas mis Génitrix. Je vous mets ça. Hop. Ah, puis je vais faire le piquet-lu juste après. La chaloupe laissait aller dans le glissement des grandes ondes de l'estuaire tout en appuyant à tribord vers l'entrée de la petite rivière le Brivet. Dans ces parages où la Loire s'étale sur une largeur de plusieurs fleuves, la brise a pris de la force, et la grand-voile, souillée de vases, évoquant l'antique voile de peau de bête, avait un souffle profond. C'était une marchande de mottes qui, sa vente terminée, descendait de Nantes. Une de ces chaloupes de grosse charpente et cependant de bonne marche par le calcul des 12 pieds de leur plus grande largeur avec leurs 35 pieds de tête en queue. Houilleuse, enfumée depuis le treuil jusqu'à la pointe du mât, vraie ténèbre mouvante, tant de mottes ont roulé sous ce gréement, jetées en vrac, déchargées par tous les bouts du pont que le bateau lui-même semble fait de la substance de ce combustible. Et autant que tout était noir là-dedans, tout était silencieux. Un grand gars aux épaules de force, assis à même le pont, les jambes pendantes dans le vide de la cale au chargement, raccommodait un couvercle de bourriche où s'en donnait la feinte, car par un regard d'en dessous, il ne cessait d'observer devant lui le vieux marinier assis à la barre. Je trouve ce texte très très beau, un texte de marin en fait. On aurait presque envie d'en faire une chanson de ce bouquin. Alors, je l'ai pas fini par contre celui-ci, mais voilà, on peut pas tout lire. Hein, voilà, ça va venir. Alors, un petit piquet lu. Je vous rappelle, je prends un bouquin derrière que je regarde pas. J'en lis un extrait. Si vous trouvez le nom de l'auteur ou le titre du livre, je vous envoie un livre qu'on définit ensemble. Il y a un hélicoptère qui passe, hein, c'est pas moi. Le monde nous abîme maintenant. Ils disent que Scott vieillit trop vite, qu'il grossit, que l'alcool le défigure. Mais que croient-ils, les imbéciles ? Ces livres lui passent par le corps, ces romans trop rares et ces textes mercenaires tellement, tellement nombreux. Accessoirement, nos livres sont passés par mon corps aussi. Les gens, écrire, pour eux, c'est comme une longue conversation que l'on aurait avec soi-même, comme une confession devant le prêtre de la famille. Je me rappelle le presbytère de Saint-Patrick, tout le laïus catho de ce curé irlandais qui sentait la friture, et j'avais mal au cœur à cause des tubéreuses en vase sur le petit autel. Les tubéreuses et l'huile rance, leur parfum capiteux mêlé au graillon. La tête me tournait. Mauvais ménage, me disais-je, dangereux mariage. J'ai cru défaillir, tomber sur le pavé noir et blanc. Et pour d'autres encore, écrire, c'est comme se coucher devant un monsieur ou une demoiselle Freud. Voilà, donc si vous trouvez le nom de cet auteur, de ce titre de livre, voilà, vous recevez un livre. C'est un auteur que j'ai reçu quand j'étais libraire. Facile. Oui, Granville, c'est dans le Cotentin. Granville, c'est dans le Cotentin, c'est pas loin du Mont-Saint-Michel. Et c'est une ville très, très chouette, avec une librairie où je suis allé faire des courses, quand même, parce que, comment s'appelle cette librairie ? Une petite librairie à Granville qui est géniale. Avant, il y avait un bateau qui était devant. Ils ont supprimé le bateau et ils ont mis des tables, mais on pouvait s'asseoir avant dans le bateau. C'est une toute petite librairie, mais avec des libraires géniaux. Et il y a toujours des trucs incroyables. Donc ouais, je suis allé acheter quelques bouquins là-bas. C'est la seule librairie où je suis. Non, je suis allé aussi chez Guillaume à Caen. Mais ouais, Granville, c'est une ville portuaire très agréable. Un peu bourge, mais voilà. Disons que si on prend le Cotentin, vous avez le Mont-Saint-Michel,
juste au-dessus, il y a Granville, qui est la cité balnéaire très parisienne. Enfin, voilà, il y a une ligne Paris-Granville, donc voilà, ligne SNCF. Et puis, plus au nord, il y a Barneville-Carteret, Carteret qui est aussi la deuxième station balnéaire, en fait, du Cotentin. Entre deux, vous êtes tranquille, il n'y a pas de centrale nucléaire. Les centrales nucléaires et le centre de traitement de la Hague sont au-dessus. Et c'est des belles plages. Voilà. Donc, voilà. Euh, alors, dans les livres, j'ai eu ça aussi. Génial. Nous, la commune, alors c'est génial parce que aux éditions d'en bas, on a un bouquin sur les communes suisses qui va paraître en début d'année. Et là, ça m'a permis de découvrir plein de personnages que je connaissais pas. Et c'est très sympa, c'est fait par Dugudus et Hugo Roussel. Et en fait, c'est Nous la commune, 18 mars 1871, 28 mai 1871, avec les personnages qui sont... Merde, wow. Personnages qui sont... voilà, qui sont dessinés et avec aussi des symboles. Enfin, c'est très intéressant. Et donc, j'en ai retenu deux comme ça, un peu au hasard, mais j'ai perdu le signet du deuxième, j'ai retrouvé. Donc, Nathalie Lemel, libraire ouvrière relieuse et membre fondatrice de l'Union des femmes pour la défense de Paris. D'extraction populaire originaire de la cité portuaire de Brest, elle y voit émerger en 1848 les mouvements ouvriers et socialistes. Installée en 1849 à Quimper, elle choque la bourgeoisie locale par ses lectures féministes, ce qui l'oblige à migrer vers Paris en 1861. Elle s'y démarque en tant que figure du syndicalisme ouvrier du Second Empire pendant la grève des relieurs de 1865, où elle obtient la parité des salaires féminins et masculins. Ce mouvement permet la naissance de la Société civile d'épargne et de crédit mutuel des ouvriers relieurs de Paris, fondée par Eugène Varlin, auprès duquel Nathalie Lemel ouvre la Marmite, un restaurant communautaire. Citation: on y trouve une nourriture saine de provenance avouable et répartie entre tous au prix de revient. C'est aussi un lieu d'éducation politique rapidement associé par la police à une ramification de l'Internationale. Ah, les orgues de Granville. Alors moi je connais pas les orgues de Granville, on en parle après. Pendant le siège, l'Union des femmes de Madame Jules Alix est critiquée pour son manque de vigueur. Nathalie Lemel croit en l'efficacité des comités de quartier pour l'épanouissement des idées révolutionnaires. Elle contribue à fonder la nouvelle Union des femmes, composée de militantes plus radicales et populaires qui revendiquent la suppression de la distinction entre enfants naturels et légitimes ou encore la reconnaissance d'un enseignement professionnel destiné aux femmes. Plus d'exploiteurs, plus de maîtres, malheur aux mères si, une fois encore, le peuple succombait, s'écrie-t-elle. Dès lors, elle participe aux réquisitions comme à l'organisation d'ateliers coopératifs. Nathalie Lemel est arrêtée le 21 juin 1871 et condamnée à la déportation en Nouvelle-Calédonie. Elle embarque sur la frégate La Virginie, accompagnée d'Henri Rochefort et de Louise Michel. Voilà. Alors, je connais pas les orgues de Granville, mais à l'église de Granville, j'y suis rentré il y a assez longtemps, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Mais c'est intéressant. Il y a quelque chose de particulier. Il y a eu des concerts que tu as connu, écouté. Enfin, je sais pas. Moi, je connais pas du tout. Alors, et la deuxième. Alors, il y a des hommes et des femmes. Je trouve ça très intéressant. C'est hyper bien documenté d'une manière très, donc, très didactique, contexte historique, avec des tout petits chapitres. Enfin, si vous connaissez pas la commune, ça permet vraiment d'avoir un aperçu de la commune en quelques pages, avec le mode d'emploi et effectivement des petits symboles qui permettent de voir quels sont ces personnages et ce qu'ils ont fait. Hop, Nous la commune. Et donc il y a Anne-Marie Ménan. Voilà, Anne-Marie Ménan. J'y arriverai pas à ce machin. Hop. Qui elle était vendeuse de journaux, prostituée et pétroleuse. Anne-Marie Ménan est de ces Parisiennes qui cumulent les petits métiers de misère. Tantôt cuisinière, tantôt vendeuse de journaux rue Royale ou place de la Madeleine,
À l'exemple d'une Fantine, on sait qu'elle est condamnée pour complicité de vol. On apprend surtout que son activité de commerce d'eau-de-vie serait un alibi pour se livrer à la prostitution. Car, formule que Louise Michel rendra limpide en dénonçant l'exploitation commerciale de créatures humaines par d'autres créatures humaines. Les prostituées sont les esclaves de proxénètes qui recrutent souvent en prison. La commune mène d'ailleurs une politique ambiguë à ce sujet. Les maisons de tolérance sont responsables et solidaires des désordres engendrés par la prostitution. Cependant, les prostituées de rue sont menacées d'arrestation. De la bouteille d'eau de vie de la prostituée à celle de pétrole de la communarde, il n'y a qu'un pas. Ménan est accusé sans preuve d'avoir participé aux incendies. Répond aux stéréotypes littéraires des caricatures versaillaises, peignant les femmes comme des furies forcenées qui allument la mèche de tous les brasiers parisiens. On sait désormais que la majorité de ceux-ci sont le fait des bombes versaillaises ou le résultat d'un choix de la garde nationale calqué sur celui du général russe Koutouzov face à Napoléon en 1813. Voilà. Donc, et ça, c'est aux éditions Locus Solus, Nous, la commune. Voilà, c'est un bouquin vraiment très chouette que je me réjouis de continuer à découvrir, peut-être en écoutant les orgues de Granville. S'il y avait Bach, ça me plairait, mais voilà. Je vous mets la référence. Hop, de Nous, la commune. Okay. Allez, alors à Granville, entre autres, hop là, il y avait Mayakovsky à pleine voix, j'ai pas pu résister. Au cas où j'aurais pas le livre, je pouvais pas m'en passer. Quoi. Donc chez Poésie Gallimard, j'avais pas sûr. Enfant. J'ai reçu ma mesure du don d'aimer, mais dès l'enfance, les gens sont dressés à travailler. Pour moi, je ripais sur la rive du Rion, et je traînais à ne faire fichtre rien de rien. Maman se fâchait, le vilain garnement. Papa me menaçait de ses coups de ceinture, et moi, me procurant un faux billet de 3 roubles, j'allais derrière l'enclos taper la carte avec la troupe. Sans le poids des chemises, sans le poids des chaussures, me rôtissant au feu de Koutaïssi. Je tournais au soleil tantôt mon dos, tantôt ma panse, jusqu'à ce que, sur l'estomac, il me cotisse. Le soleil s'ébahissait. C'est haut comme 3 pommes. Mais le cœur est accroché. Il le met en 4. D'où vient-il qu'il y ait dans cette archine place pour moi, pour le fleuve et pour 100 verstes de rochers? Allez, et puis un petit dernier qui s'appelle Adulte. L'adulte a ses affaires plein les poches de roubles. Faire l'amour, mais faites donc pour 100 petits roubles. Et moi, sans feu ni lieu, les paluches dans les poches, à trous, je passais ouvrant de grands yeux. La nuit, vous mettez vos plus beaux atours, vous cherchez le repos sur les épouses, sur les veuves, mais moi, Moscou m'étouffait en m'étreignant sous la boucle de ces boulevards fleuves. Dans les cœurs, dans les montres, les amants font tic-tac. Au lit d'amour, les partenaires sont en extase. Moi, sur la place de la passion, j'écoutais les sauvages pulsations du cœur des capitales, tout ouvert, le cœur à demi découvert. Je m'offre au grand soleil et à la flaque d'eau. Entrez avec vos passions, montez avec vos amours. Désormais, je ne suis plus maître de mon cœur. Je connais chez autrui la demeure du cœur. Dans la poitrine, personne ne l'ignore. Avec moi, l'anatomie a perdu le nord. Mon cœur est de tout corps. Il bat de toutes parts. Combien furent-ils, en 20 années, à l'être de seul printemps dans son éruption emportée? Leur poids accumulé est trop lourd à porter. Trop lourd non pas pour le vers, mais à la lettre. Voilà. Mayakovsky à pleine voix chez Gallimard. Alors, juste avant de finir, comme j'ai envie de finir maintenant les Twitch, c'est-à-dire en vous lisant un extrait de la statue de Condillac, retouché de Yves Voland.
un bouquin incroyable sur les matriarches. Savoir que des sociétés de femmes existent et les découvrir constitue en soi une forme d'espoir, dit Laura Adler en présentation. Et, et là, alors déjà quand même, un hommage à Françoise Héritier. Donc ça ne peut être qu'un bon livre avec un hommage à Françoise Héritier, voilà, qui devait faire la préface, mais malheureusement qui est décédé juste avant. Voilà. Et un texte, un bouquin magnifique avec des textes totalement incroyables. Moi, j'ai appris plein de choses et je suis loin d'avoir fini. Et c'est un livre qu'on va lire avec mon amoureuse ensemble parce que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Sur l'île de Sumatra occidentale vit le plus grand groupe matrilinéaire au monde. Les Minang... Excusez ma prononciation. Minangkabau. M-I-N-A-N-G-K-A-B-A-U. Minangkabau. Soit environ 6 millions de personnes. Célèbres pour leur système social dans lequel toutes les propriétés et le nom du clan se transmettent de mère en fille, alors que le droit islamique des successions favorise lui en revanche les hommes. À noter que dans cette région existe à la fois cette organisation matrilinéaire très spécifique et que dans la province d'Aceh, au nord, se trouve paradoxalement la communauté islamique la plus stricte d'Indonésie qui a rétabli la charia et la lapidation de la femme adultère. Concernant les Minangkabau, ils sont organisés en clans et leur mode de vie est issu du droit coutumier qui détermine un ensemble de règles et de codes antérieurs à l'islam. Même s'ils sont musulmans, ce sont d'anciennes traditions orales qui régissent les questions du mariage et du patrimoine. C'est ce qu'on appelle l'adat. L'homme a peu d'influence dans la maison qui appartient à la femme et au clan maternel. Par exemple, si un homme veut tenir le rôle particulier et honorifique de sorte de chef de clan en devenant Panggulu, il doit être une bonne mère, selon leurs propres termes. S'il devient Panggulu, il réglera les litiges fonciers, rituels, matrimoniaux de son clan. Il sera le représentant du clan matriarcal et le spécialiste de l'enseignement de l'adat auprès de ses nièces et de ses neveux. Mais avant de communiquer une opinion dans le monde extérieur au clan, il devra d'abord avoir l'aval des femmes du clan. Ainsi, les Minangkabau reconnaissent la paternité biologique, ils l'honorent, mais elle n'a pas de rôle majeur dans l'ordre social. Voilà, c'est hyper intéressant, c'est chez Albin Michel, Les Matriarches, dernière société de femmes autour du monde. Vraiment, je vous conseille ça. Voilà, bon, écoutez, ça m'a fait hyper plaisir de vous présenter ces bouquins. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez lu, vous? Qu'est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez reçu des livres pendant les fêtes? Je sais pas. Ouais, c'est pas très compliqué. J'ai qu'on m'offre des livres, donc les gens le savent. Donc, c'est très bien. Mais je suis toujours curieux de ce que vous lisez parce que moi, ça m'apporte beaucoup de choses. Je sais pas le temps, mais la semaine prochaine, je vous parlerai du dernier numéro de 7, qui est un numéro totalement incroyable, avec la naissance de l'aviation suisse, mais dedans, il y a d'autres choses. Il y a le prix de photojournalisme, il y a tout un truc sur les comment on appelle ça, des personnes qui s'occupent des cadavres. Enfin, c'est un numéro assez fou que j'ai envie de vraiment finir avant de vous le présenter. Donc voilà, j'ai commencé. Je m'étais dit, si j'ai le temps, j'en parle, mais voilà. Il vient tout juste de paraître. Et donc, alors, un statut de Condillac retouché. Je suis toujours émerveillé. J'avance dans sa lecture. Je n'ai pas totalement terminé, mais je vous en lis un petit passage. Donc, après chaque Twitch, je vous lis un tout petit passage parce que c'est relativement complexe. Donc, si vous reprenez la fin des Twitch à chaque fois, vous pourrez avoir la continuité. Voilà ce qu'il ne fallait pas dire. À présent, je ne sais pas combien de temps durera la rémission. L'angoisse commence déjà à l'humecter. Tout est là, qu'au moment où j'ai pensé que je me voyais, je me suis rappelé qu'un autre esprit parle pour la statue.
Moi, qui peut me dire? Qui, sachant déjà la fin, peut m'en transparaître? Je suis le savoir dans l'ignorance, le magma et le sujet parlant, le besoin de parole et l'anxiété qui la précipite. Je me sens d'ailleurs brouillant de plus en plus les choses, le besoin d'une parole et le besoin de parler. Je me trompe. J'ai vu sûrement la figure de la statue, si sismique soit-elle, mais je l'aurais oubliée, car elle commence. Moi, je ne cesse pas de recommencer, je tourne. Je sais déjà par quoi je vais passer, par les textes fondamentaux, dernier recours avant que l'engendrement ne s'établisse. Pouah, quelle aliénation! J'avais écouté cette confession avec dégoût. C'est, pour moi, c'est un texte totalement fabuleux. Euh, Moi, je trouve alors, il y a une quantité de jeux de mots, euh, de jeux justement sur la typographie. Moi, je retrouve des réflexions à la musique. Enfin, ouais. Voilà. Mais écoutez, qu'est-ce que je vous ai pas mis? Je vous ai mis toutes les sources, oui. Les autres, je vous les mets pas puisqu'il n'y en a pas d'autres. Velan, je vous l'avais mis la dernière fois, donc voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous. Ah, le typographe. Ah, je l'ai. Il faut vraiment que je lise. Je l'ai quelque part. Le typographe de Whitechapel. Faut que je regarde comment est la couverture. Je sais pas où il est rangé. Je sais pas. Je pense pas qu'il est rangé parce que il y a pas très longtemps que je l'ai. Mais je le note. Il sera dans les sources avec le Dickinson Chip de Ghana. Et c'est bien le typographe de Whitechapel. Je pense que c'est pas mal quand même. Le typographe de Whitechapel. Et pourquoi je l'ai pas lu? Je sais pas. Mais il est peut-être il est dans mes piles, hein, ça c'est sûr. Un livre refuge ressources. Ah, mais refuge, alors ça c'est génial, ça. Ça c'est chouette. Ressources. Ah, c'est génial. Merci beaucoup, cela. Ça c'est. Ouais. Alors, je me rappelle plus chez quel éditeur c'est. Euh, mais je mettrai la référence. Je chercherai, puis je mettrai ça en mes sources sur le site. Très bien. Ah bah c'est génial. J'aime bien terminer comme ça sur une proposition de lecture. Voilà. Et vous n'avez pas trouvé le Piquet-Lu. Hein. C'était un prix Goncourt en fait. Gilles Leroy. Alabama Song. C'était voilà, c'était principalement autour de Zelda et Fitzgerald et Scott Fitzgerald. Pourtant, je vous ai cité Scott à un moment. Je me suis dit Montgomery, Alabama, 1918. Quand Zelda, belle du Sud, rencontre le lieutenant Scott Fitzgerald, sa vie prend un tournant décisif. Lui s'est juré de devenir écrivain. Le succès retentissant de son premier roman lui donne raison. Le couple devient la coqueluche du tout New York. Mais Scott et Zelda ne sont encore que des enfants. Propulsés dans le feu de la vie mondaine, ils ne tardent pas à se brûler les ailes. Gilles Leroy s'est glissé dans la peau de Zelda, au plus près de ses joies et de ses peines, pour peindre avec une sensibilité rare le destin de celle qui, cannibalisée par son mari écrivain, luttait corps et âme pour exister. Mêlant avec brio éléments biographiques et imaginaires, Gilles Leroy signe ici son grand roman américain. Voilà, c'était voilà, ce roman pour Pascal, ce roman de Zelda qui tenait tant à cœur et depuis si longtemps. Un souvenir de notre rencontre à Coutances. Voilà, c'est-à-dire chez Actes Sud. Ok, le typographe. Ok, j'ai retrouvé alors. Voilà, donc c'était en 2008 quand c'était vu avec Gilles Leroy. Et voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, normalement, à mardi prochain, sinon avant ou après. Salut, je vous embrasse.